Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Julie, qui a 26 ans et qui souffre de congestion pelvienne et du syndrome de casse-noisette. Dès le plus jeune âge, Julie va beaucoup souffrir sans qu'une cause ne soit trouvée, si ce n'est un diagnostic erroné d'endométriose. Les douleurs sont tellement intenses qu'elle va se voir prescrire beaucoup de médicaments au point de devenir dépendante aux opiacés. Vous découvrirez dans le témoignage de Julie une jeune femme forte, remplie d'humour, malgré toutes les souffrances et épreuves qu'elle a traversées. Dans cet épisode, Julie a la force et le courage de revenir sur une violence gynécologique qu'elle a subie. Cette violence vécue fut telle qu'elle parle de viol. J'ai été très émue et bouleversée de l'entendre me confier cet événement traumatisant. Si vous avez vous-même subi des violences gynécologiques ou sexuelles, ce passage peut être difficile à écouter et faire remonter des émotions intenses. Si ce n'est pas le moment pour vous, n'hésitez pas à reporter l'écoute de cet épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer son témoignage et j'espère qu'il vous plaira aussi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi à Paris pour enregistrer du coup ton témoignage. Merci de me recevoir surtout. Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux nous dire les pathologies dont tu souffres et quels sont les principaux symptômes ? Oui, alors je souffre de syndrome de casse-noisette et de syndrome de congestion pelvienne. Les deux sont assez liés. Le syndrome de casse-noisette, donc c'est une compression de la veine rénale gauche entre l'aorte mésenterique et l'artère rénale gauche. Et le syndrome de congestion pelvienne, comme son nom l'indique, c'est des congestions dans tout ce qui est bas-ventre. Ça peut aller jusqu'à la jambe et au niveau des reins, de la vessie, partout. C'est des varices, donc une stagnation en fait du sang tout simplement. Mes principaux symptômes sont la douleur ventre, douleur au niveau du dos, au niveau rein gauche, et après tout ce qui est un petit peu dérangement urinaire, vulve, vagin, tout ce qui est douloureux en fait, tiraillement et j'en passe.
Ok. Il y a rien de visible? C'est quelque chose qui est que interne? Tout est interne. Et c'est ce qui est d'ailleurs assez traître, parce que en fait, on a tendance à croire que des varices, comme les varices sur les jambes, ça se voit, mais les varices de congestion pelvienne ne se voient absolument pas. Tout est en interne et vraiment dans les tissus, ainsi que l'artère mésenterique qui est coincée, voilà, ça se voit absolument pas. C'est-à-dire que quand on me voit nue, on ne voit rien du tout. On peut pas imaginer du tout que t'as des varices. Non, et que c'est complètement le bazar à l'intérieur. Ok. Alors, est-ce que tu peux reprendre un petit peu au début et m'expliquer quand est-ce que ça a commencé, tes douleurs, et quelles étaient ces douleurs-là, justement? Alors, mes toutes premières douleurs ont été lors de mes premières règles. Mes douleurs, des douleurs classiques, on va dire, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là. Des douleurs de règles, maux de ventre, des règles abondantes à l'âge de 16 ans voilà, vraiment quelque chose de finalement classique où on me disait voilà, c'est normal quand on est une femme, finalement les règles c'est douloureux et puis c'est comme ça et voilà. Est-ce que ce que tu dis que tes premières règles, tu les as eues à 16 ans? Oui. C'est vrai qu'en général, ça peut être un petit peu plus tôt dans l'adolescence. Est-ce que ça a un éventuel lien avec la pathologie ou pas du tout? Alors, on n'a jamais su. Mais c'est vrai que j'ai eu des règles très tard. Et ça me choquait pas tellement parce que j'avais des copines qui avaient des règles tôt. D'autres un peu plus tard, même plus tard que moi. Donc finalement, en fait, je m'estimais dans la moyenne, mais personne s'est vraiment inquiété. Ni mes parents. Non, mais c'est vrai que ça peut arriver, sans que ce soit quelque chose d'inquiétant en soi. Mais c'est vrai que 16 ans, ça aurait pu commencer à alarmer ou à se poser des questions. Mais pas du tout, non. Ok. Ça a inquiété personne. Bon, tant mieux, parce qu'au final, c'était pas du tout un problème. Non, exactement. Donc voilà, j'ai eu ces premiers symptômes qui sont arrivés et je m'en suis pas vraiment beaucoup inquiétée au début parce que pour moi, c'était normal. Une fois par mois, il fallait souffrir, tout simplement. Ok. Et donc là, tu vas rester comme ça pendant un certain laps de temps? Tu vas consulter pour ces douleurs-là malgré tout? Alors, je vais consulter chez ma gynécologue de façon classique, on va dire. J'y vais une fois par an jusqu'à mes 17 ans à peu près. Enfin, donc de mes 16 à mes 17, j'y ai été une première fois, une première consultation pour parler des règles, pour parler aussi des contraceptions, pour parler de tout ça. Elle trouve que tout va bien. Me demande si j'ai mal, je lui dis que oui. Elle me dit bon c'est normal et c'est tout. Et à partir de mes 17 ans, entre mes 17 et mes 18 ans, là j'ai commencé à avoir des symptômes qui ont devenu à devenir gênants. C'est d'avoir des douleurs pendant la miction et pendant la défécation. La défécation, voilà. Donc pour dire la miction, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est quand on va faire pipi, tout simplement. Voilà. Et la défécation, c'est l'autre côté. Et là, j'avais vraiment très mal. Au point de pas réussir à y aller tellement ça me faisait mal. Je m'en accrochais au mur de mes toilettes. Tellement j'avais mal. Ça me réveillait le matin de douleur au niveau de mon vagin. Ça me lançait. Je me dis mince, là il y a quelque chose qui va pas. Et le fait d'uriner, ça te soulageait, Alphine, ou même pas? Alors, ça me soulage d'avoir été aux toilettes, oui, mais après la douleur, je me disais purée, si à chaque fois j'ai des douleurs comme ça va pas le faire. Ouais. Donc je retourne voir ma gynécologue et pour elle, elle comprend pas trop parce que pour elle il y a pas de problème. Donc évidemment, on te fait faire un bilan pour voir si t'as une infection urinaire ou ce genre de choses, j'imagine. Alors oui, ça on en fait. Infection urinaire, je vais même faire des contrôles au niveau de mon côlon, voilà, mais pas de problème. Donc très bien. Et mes symptômes ont commencé à vraiment bien s'accroître puisque pendant mes rapports sexuels, j'avais très mal. Et là, je me suis dit mince, c'est quand même pas tout à fait normal. Là, de plus en plus, j'ai des symptômes bizarres et arrive à l'âge de tout juste de mes 18 ans, il y a des jours où je me lève plus. Il y a des jours où j'ai trop mal et que ce soit pendant mes règles ou hors de mes règles. Donc là, je dis, c'est quand même très étrange d'avoir toutes ces choses-là qui arrivent. Je vais quand même y retourner et on verra ce qu'elle va me dire. Et là, elle m'a dit, en fait, madame, faut changer de copain. Parce que votre copain ne vous convient pas. En fait, si vous avez mal avec lui, sachant que moi je ne vois rien, faudrait voir autre chose.
Elle reliait les douleurs au moment de ta sexualité au fait que ton copain s'y prenait peut-être mal, ou alors que il y avait un problème affectif avec lui et que t'étais pas bien avec lui et que c'est pour ça que t'avais mal. Exactement. D'accord. Et moi, en rigolant, j'ai un caractère assez fort et j'ai un caractère bien trempé. En rigolant, je lui dis, vous savez, moi j'aime bien mes toilettes, pourtant elles me font mal. Et oui, parce que les douleurs n'étaient pas liées que à ta sexualité. Exactement. Mais à plein d'autres moments qui ne doivent pas du tout être douloureux. Exactement. Donc s'ensuit de continuer avec cette dame que à la fin je décide d'arrêter de voir parce que ça me convenait pas du tout, et en fait j'ai été voir une multitude de chirurgiens. Carrément tout de suite de chirurgiens. Oui, chirurgiens, gynécologues, obstétriques, enfin les personnes un peu renseignées sur les maladies autour de la femme. On parlait très peu encore à ce moment-là d'endométriose, on parlait très peu de maladies en général au niveau pelvien de la femme. Donc moi j'allais un peu vers les centres un peu spécialisés quand même, et je me suis retrouvée dans un CHU à Lille à trouver une dame qui m'a pris un peu en charge et m'a dit ce que je vais faire, c'est que je vais faire, on voit rien aux images, on voit rien à tout ça, mais bon, puisque vous avez l'air d'y tenir, on va faire une cellio exploratrice. Une célioscopie pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Voir ce qui pourrait se passer. Elle fait ma cellio. Elle découvre, soi-disant, de l'endométriose partout. J'en ressors, mais je le sais que maintenant, à 26 ans, comme en fait, elle m'a ruiné mon utérus. Parce qu'elle a pris des bouts de mon utérus total. Pour que ça parte en biopsie, c'est ça? C'était quoi l'intérêt? Elle fait des prélèvements sur ton utérus? Alors, elle aurait fait donc des prélèvements d'endométriome, mais avec une endométriose flagrante. Mais en fait, il s'avère que je n'ai jamais eu en fait d'endométriose et que mon utérus a des trous maintenant. C'est incroyable. Incroyable, oui. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'avais 18 ans et demi, voilà. Moi je l'ai cru, et j'ai dit enfin on a quelque chose, on a de l'endométriose. Donc c'est super, en plus elle a tout enlevé, je vais plus avoir mal. Ben oui, bien sûr. Ça va être trop bien. Donc elle te dit ça, elle te dit qu'elle a enlevé toutes les adhérences liées à l'endométriose et que tu es guérie carrément. Ok. Je suis guérie, je vais prendre une pilule contraceptive, donc je ne sais plus ce qu'elle m'a donné à ce moment-là, mais je vais prendre une pilule, je suis guérie, et puis voilà, je vais passer à autre chose, puisque de toute façon c'est de l'endométriose, et que voilà. Sauf que moi en fait, j'ai continué à souffrir. J'ai continué à être pas bien. Ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé, si ce n'est empirer en fait mes douleurs. J'ai eu un post-op plus que compliqué. Ça n'a rien changé. Donc je suis retournée la voir plusieurs fois. Et en fait, à la fin, elle a décelé que c'était dans ma tête. Et que de toute façon, elle pouvait plus rien pour moi. Et qu'il fallait que je sois suivie par le centre antidouleur de Lille et la psychiatrie. Ok. Donc à 19 ans, je me retrouve en psychiatrie. J'ai fait un séjour d'1 semaine en cellule psychiatrique pour avec donc des psychanalystes et des psychiatres pour en fait déceler si c'était pas en fait mon cerveau qui créait ma douleur. Ok, donc ils pensaient que c'était psychosomatique. Exactement. Comment ça se passe pour toi cette hospitalisation en psychiatrie toute jeune comme ça? Tu le vis comment? En fait, j'ai été assez abasourdie. Mais à ce moment-là, en face de moi, surtout au CHU de Lille, ce qu'il faut savoir, c'est que les rendez-vous se font avec 5-6 médecins et internes. Donc en face de moi, j'ai 5-6 blouses blanches qui me disent toutes la même chose. Madame, je pense que c'est votre cerveau qui crée quelque chose. Et finalement, je me dis, mince, les médecins, moi, j'ai pas fait d'études de médecine, je vais l'écouter. Elle m'a enlevé l'endométriose. Finalement, ils ont peut-être raison. En fait, c'est peut-être mon cerveau qui crée tout ça, toute cette douleur. Et en effet, ça va peut-être me faire du bien. Et puis en plus, je me dis, bon, de toute façon, je suis quelqu'un qui aime bien parler. Donc au pire, ce sera un petit séjour où j'irai bien parler. Je l'ai vraiment pris à la rigolade en disant, on ira parler. Puis voilà.
T'as essayé de voir le côté positif de ça et ce que ça pouvait éventuellement t'apporter. Exactement. Je me suis dit, bon, allez, on y va et on verra bien ce qui se passe. Donc j'y suis allée et en fait, au bout de 4 jours, j'ai dit c'est pas possible, je suis pas à ma place. Même le psychanalyste me regardait et me disait, je sais pas ce que vous faites là, hein. J'ai dit, bah moi non plus. J'étais pas du tout à ma place. Bon, au moins, eux te renvoyaient pas la même chose. C'est-à-dire que eux ne te disaient pas, ma pauvre dame, c'est dans votre tête, on va vous mettre sous cacheton pour que ça s'arrête, quoi. Alors du coup, ils m'ont renvoyé juste chez moi et au centre antidouleur, où là, le centre antidouleur a dit que j'étais hyper sensible à la douleur. Et du coup, m'ont donné une panoplie de neuroleptiques, donc Neurontin, antidouleur à gogo, style codéine, tramadol. Et c'était, voilà, de toute façon, vous devez vous soigner comme ça. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils te disent en gros que t'es un peu chochotte. Oui. Sauf que, par exemple, la miction, ça ne doit absolument pas faire mal. Donc, y a pas de est-ce que je suis chochotte ou est-ce que je le suis pas, est-ce que j'ai une grande tolérance à la douleur ou pas. C'est que normalement ça ne fait pas mal. Ben non. Et ça ne les questionne pas. Non. Non. Ah, ça les questionne absolument pas, sachant que entre-temps, moi je faisais beaucoup plus d'infections urinaires, de plus en plus, qui est en lien en fait avec les symptômes de la congestion pelvienne et du syndrome casse-noisette. Beaucoup plus de problèmes urinaires, des douleurs qui devenaient atroces, et moi j'osais plus rien dire. Bien sûr. Je disais plus rien. Je dis de toute façon, c'est mon cerveau qui crée la douleur. Donc je lui dis tais-toi et accepte. Donc c'est ce que j'ai fait. Les traitements qu'ils te donnent, ça te soulage malgré tout ou même pas? Même pas. Alors oui, la codéine, très sincèrement, quand on en prend en plus beaucoup, c'est sûr que ça nous soulage. On est en plus dans un état un peu cotonneux, c'est agréable, c'est sympa. Et c'est aussi ça qui m'a fait tomber dans cette dépendance-là. Parce qu'au final, j'allais voir mon médecin, je disais ça va pas. Il me disait d'accord, je vous en donne un peu plus. Et puis on augmentait les doses. Puis de toute façon, j'avais mon médecin derrière qui me disait ok, je te fais une ordonnance. Je me disais si le médecin dit oui, c'est que je suis pas en insécurité, je suis pas en danger. Donc je suis arrivée à un état où je prenais réellement énormément de médicaments au point de me retrouver la première à la pharmacie pour avoir mes médicaments. J'allais en festival voir des copines, je me shootais aux médicaments parce que je voulais pas avoir mal. Tout ça couplé avec de l'alcool. J'étais tombée en fait dans cette dépendance de dire de toute façon le médicament sera toujours là pour moi. Et il faut qu'il soit là. Donc j'avais pas une pharmacie vide, j'avais toujours une pharmacie remplie. Oui, la peur de manquer en fait. Et la peur de manquer quoi que ce soit. En plus, t'étais vraiment toute jeune pour avoir des dosages aussi importants. Ah oui, j'avais 20 ans, même pas. Et je sortais, et du coup, je faisais mes études, je sortais avec des amis. Enfin, je leur faisais croire en fait que tout allait bien, mais parce que derrière, j'étais complètement shootée aux médicaments. Avec des dosages de codéine, tramadol à mon âge, très sincèrement, je pense, faramineux. Et à ce moment-là, en plus, je faisais vraiment 40 kilos tout mouillé. J'étais toute fine et j'avais des sommes, des médicaments, mais affreux par rapport à mon corps. Donc je suis tombée dans cette dépendance-là. De toute façon, j'avais des médecins qui me donnaient médicaments et de l'autre qui faisaient rien pour que mon état s'améliore. Donc, à quoi bon se battre? Ton entourage, il le vit comment à ce moment-là? Il est comment avec toi? L'entourage, à ce moment-là, au niveau des amis, c'était dur parce que on avait un décalage. Quand t'as 20 ans, on rêve de légèreté et on pense juste à s'amuser, partir en vacances, faire des petits boulots à droite à gauche ou faire ses études et juste penser à ses copines, ses mecs ou les petites rencontres qu'on fait. Moi, en fait, derrière, je devais penser aux médicaments, aux rendez-vous médicaux. Et finalement, en fait, j'étais comme comprise et incomprise au niveau de mes amis. Au niveau de mon partenaire à ce moment-là, c'est à ce moment-là où ça a commencé à s'écrouler. Parce que le pauvre gars avait 20 ans et qui s'est dit, mais quel fardeau. Donc j'ai dit, tant mieux, ciao.
Et mes parents étaient un peu démunis. Et finalement, ils comprenaient pas, et finalement, d'un côté, ils étaient dans l'incompréhension, d'un autre, ils étaient étrangement inquiets, mais en même temps, il y avait pas grand-chose qui bougeait. Ils s'en remettaient aux mains des médecins et en même temps, ils sentaient qu'il y avait un décalage entre ton état et les propositions qui étaient faites. Exactement. Et c'était de dire, finalement, en fait, à part moi-même, je pouvais me battre seule et personne pouvait se battre avec moi. Après, quand on est atteint de maladies un peu comme ça, c'est dur de se battre à plusieurs, parce qu'en soi, on n'est qu'une personne à ressentir ça. Mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'amis autour de moi écouter, mais de là à comprendre et à tout entendre, ou au niveau des parents à essayer c'est compliqué de pouvoir dire je te comprends à 200% et je pourrais t'aider, parce que eux-mêmes étaient dans le flou et on savait pas où chercher. Personne savait où chercher. Et encore une fois, j'avais 20 ans. Bien sûr. Donc 20 ans, c'est l'âge de la liberté, c'est l'âge de l'insouciance. De l'insouciance encore. Et pas du tout dans tous ces tracas, dans la préoccupation de sa santé en fait. Exactement. Alors tu continues comme ça combien de temps? C'est quoi la marche suivante? La marche suivante, ça a été que j'ai déménagé à Paris. Et là, j'en avais marre. Et là, c'est bon, j'étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus. J'avais 22 ans et j'en pouvais plus. Je suis restée pendant 2 ans avec tous ces médicaments. Et j'ai commencé à rechercher plein de chirurgiens, gynécologues, obstétriques, pareil. Alors je suis tombée sur des belles perles, mais alors des très belles perles. Je suis même tombée sur un chirurgien qui m'a dit je pense qu'il faudrait vous refaire vos vulves en plastique. De la chirurgie plastique au niveau de mes vulves. Voilà. Juste par rapport aux douleurs Oui. Et je me souviens très bien parce que ma mère était là. Et déjà, quelqu'un qui a été horriblement douloureux pendant l'examen. Et en plus d'être douloureux pendant l'examen, vient voir ma mère ensuite et lui dit « Je pense que pour votre fille, la chirurgie plastique, ce serait pas mal. » Et alors là, je me suis dit « Mais dans quel monde je vis ?» Vraiment. Et j'ai encore ce chirurgien en tête, son nom, tout. J'aimerais bien un jour, si j'en ai la force, d'aller le revoir et lui dire « Au fait, Coco, je crois que je ferai peut-être pas de chirurgie plastique, mais voilà ce que j'avais. Et voilà ce que j'ai. » Donc en tout cas, sa proposition, c'est de remplacer. Voilà, par du plastique. Après, j'ai trouvé un chirurgien, et ça c'est mon chirurgien sauveur, chirurgien miracle, un homme extraordinaire. Je suis tombée sur cette personne vraiment purement par hasard, mais quelqu'un qui m'aura sauvé en fait la vie à l'heure actuelle, m'aura permis de m'écouter. Mais enfin, j'ai quelqu'un qui aime son métier, qui ne fait pas ça pour l'argent, qui fait ça vraiment pour sauver ses patientes, et qui m'a écoutée, qui comprenait pas, qui n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait parce que, encore une fois, sur les images, on ne voyait pas tout, mais il m'a écoutée. Et alors là, c'était la différence. Bien sûr. Il m'a dit, je vais vous prendre en main et on verra ce que ça a donné. Donc lui, au début, comprenait pas bien, a eu du mal à vraiment tout prendre en considération dans mes symptômes. Mais un jour, je suis arrivée en hémorragie chez lui et il m'a vu arriver dans un état laborieux et il m'a dit « Ah ouais, là c'est catastrophique, il va falloir faire quelque chose de façon urgente parce qu'on ne le comprend pas, mais ça a l'air d'être quand même compliqué. » Donc on a fait une batterie d'examens. Il m'a envoyé vers des hôpitaux de Paris pour tout ce qui est médecine interne, pour essayer de mieux comprendre et voir si j'avais pas d'autres symptômes, d'autres pathologies. Là encore, j'ai rencontré une pépite qui lui m'a dit que, alors il voyait pas ce que j'avais, mais il fallait que je prenne de la bœuf. Mais alors pas en fumant, parce que c'est dangereux pour les poumons. Il fallait le prendre sous forme de cookies, parce que c'est moins dangereux. C'est un médecin qui nous préconise de faire ça pour du coup les douleurs, c'est ça? C'est ça. Et ça encore une fois devant mon père. Alors c'était pas ma mère ce jour-là, c'est mon père. Et mon père qui dit « Ah bah oui, bah pourquoi pas hein. »
Et il dit, ah oui, non, on va pas la fumer. Bah oui, en effet. C'est dangereux pour les poumons. On va la manger. Super. Ah oui, oui. Mais lui, il était complètement, c'était un très grand médecin de Paris, pour la médecine interne, mais il était complètement perché et perdu. Donc tu ne l'écoutes pas. Non, bah du coup. Tu vas pas te faire ton petit cookie non. cannabis. Non, bah du coup, je reviens chez mon médecin gynécologue obstétrique. Je lui ramène tous les comptes rendus de tout le monde et je lui dis, alors celui-ci, par contre, notez-le bien, il faut que je prenne des cookies à base de bœufs, CBD, enfin tout ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, il a pas trouvé de solution. Et là, du coup, il me dit, ah oui, avec tout ça, moi, je suis pas sortie de l'auberge, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, il décide de refaire des célios. Et c'est là où, à 22 ans, il me dit, votre utérus est ruiné. Parce qu'il dit, vous avez des trous dans votre utérus. Mais quand tu dis des trous, c'est vraiment des trous? Oui, un gruyère. Il m'a imagé, il m'a dit, voyez un gruyère? Bah, il m'a dit, voilà votre utérus. Ça veut aussi dire que pendant tes règles, le sang partait dans ton péritoine et... Exactement. Et allait dans tous les sens. D'où le fait que j'avais aussi des hémorragies en dehors de mes règles. Parce qu'on avait fait le test de faire la pilule en continu. Oui. Et je saignais... Malgré tout. Malgré tout. Tu parles de cet utérus ruiné comme il le dit. Ça veut dire qu'il t'annonce que tu ne pourras pas espérer avoir un enfant ou ça ne va pas jusque-là? Alors, il me le dit. Il me dit, ce sera... Il me dit, c'est même pas compliqué, c'est impossible. Il dit, en fait, c'est pas que vous êtes pas fertile. Vous êtes très fertile, mais juste pour qu'un enfant puisse survivre dans un utérus, il faut que l'utérus soit accueillant. Oui. Et là, votre nid n'est plus accueillant du tout. Donc malheureusement, il dit, vous ferez fausse couche sur fausse couche. Et vous arriverez jamais au bout d'une grossesse. Et il me dit, même si vous arrivez au bout d'une grossesse, il dit, c'est soit vous, soit l'enfant. Okay. Donc moi, suite à cette annonce-là, finalement, je le prends pas forcément mal. Parce que je me dis, bon, ok, très bien, il a ruiné, mais il a toujours pas trouvé ma... Oui, il trouve rien d'autre. Il trouve toujours pas ma solution. Il me dit vraiment, j'ai fait une célio et il me dit, je n'arrive pas à voir ce qui se passe à l'intérieur. Il dit, je ne comprends pas. Donc il me met sous décapeptyle, qui est en fait une hormone comme une ménopause artificielle pendant 1 an. Et il me dit, on verra ce qui se passe. Et là, en fait, sous décapeptyle, je fais hémorragie sur hémorragie, avec les douleurs qui vont avec. Et je fais hémorragie sur hémorragie. Quand je dis je perds du sang, c'est que je perds du sang même pendant les rapports. Je perds du sang tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, là, il s'inquiète. Tu arrêtes, du coup, le médicament? Alors, du coup, il fallait que la dose s'atténue, puisqu'en fait, c'est une piqûre pour 1 an, donc il fallait attendre que la dose s'atténue. Ah oui, d'accord. Pour moi, et pour lui d'ailleurs, ce n'était pas cette hormone qui faisait que je saignais, c'est qu'il y avait quelque chose fonctionnel qui ne fonctionnait pas. Ok. Et en fait, il me dit un jour, mais c'est bizarre, j'ai toujours vu dans votre utérus à l'image de l'écho, et c'est vrai que personne ne m'en a parlé, mais vous avez comme un fil qui traverse votre utérus, et en fait, j'ai l'impression que c'est une veine. Bon, il dit, les utérus variceux, j'en ai déjà vu, mais il dit, la vôtre, elle est particulièrement énorme. Il dit, on va jouer sur ça. Et il m'envoie vers un de ses confrères, qui est un chirurgien vasculaire, qui, en fait, va, pendant 2 mois, emboliser ma veine. Donc, c'est une embolisation à durée limitée, puisque c'est une embolisation de 2 mois, qui va me permettre, en fait, de voir comment réagit mon corps. Concrètement, comment ça se passe et est-ce que c'est douloureux ce soin-là, cet examen ou... Alors en fait, on passe dans l'aine gauche, donc on passe dans une artère avec une grosse aiguille et on va mettre en fait de la colle, donc là elle était résorbable, dans ma veine pour qu'elle s'assèche. Mais là, elle pourra pas s'assécher suffisamment puisque elle est résorbable, cette colle. C'était pour faire un test, en fait. C'était une embolisation de test.
Ok. Et ensuite, voir ce qui se passe avec cette embolisation test. Donc là, t'es sous anesthésie et ça ne te fait pas mal. Alors, je suis sous anesthésie locale. Oui, locale, pour les embolisations. Ouais. Et ça me fait pas mal. Je ressors de là, bon, j'ai pas plus mal que d'habitude. Mais en effet, au bout de ces 2 mois, on voit que mon corps réagit. Et en fait, arrive sur mon col comme une grosseur énorme, un énorme paquet de sang rouge. Si on peut imaginer ça, c'est un peu comme une fraise. Ça ressemble à une fraise, vraiment. Sur mon col, et on le voit à l'œil nu. Ok. En faisant une auscultation, il m'a dit « Oh, vous avez une fraise ?» Il m'a dit « Bon, écoutez, je perds pas de temps. On va tout de suite faire une conisation et on va tout enlever. On va enlever toute cette grosseur-là. » Ok. Donc, il enlève une première fois cette grosseur. Il l'envoie au labo. Cette grosseur ressort comme quelque chose, un amas de sang. Plein de filaments de sang. Donc une fraise plein de sang. Ok. En gros. Donc rien d'alarmant. Rien d'alarmant. Mais alors là, pendant 6 mois, je revis. Mais je revis, mais à un point. Je ne saigne plus. J'ai plus aucune douleur. Je rencontre mon futur copain qui est toujours d'actualité. Tout se passe merveilleusement bien. Plus aucune douleur pendant les rapports. Plus aucun saignement. Plus rien. Mais vraiment miraculeux. Je me dis waouh. Pendant 6 mois, là, j'ai dit waouh, c'était ça en fait. C'était ça. Tu te dis ça y est, la solution a été trouvée. Je suis sortie de. La solution a été trouvée. Je suis sortie. En fait, il a tout compris. Je le remercie. Je lui apporte du champagne. Je lui dis c'est génial. Il me regarde avec un sourire, vraiment un chirurgien qui était consciencieux pour ses patients, qui limite en avait les larmes aux yeux en même temps que moi, de dire waouh, on est arrivé au bout. Finalement, oui, il y en a des merveilleux, ils existent. Exactement. Il faut juste tomber sur le bon, mais. Exactement. Et vraiment, je remercie encore et encore aujourd'hui. Mais c'est ça, tu dis 6 mois, donc on s'attend à ce que cette lune de miel finalement s'arrête. Exactement. En fait, au fur et à mesure, mes symptômes sont revenus. Au fur et à mesure, ça a été de pire en pire, c'est-à-dire que je faisais de plus en plus d'infections urinaires. Mes douleurs étaient encore plus fortes. Mes rapports quasi impossibles. J'avais plus de saignements autant qu'avant. Ça, c'était un peu le côté positif, c'est que les saignements, pour le coup, ont été vraiment contrôlés. Mais les rapports étaient redevenus impossibles et ma vie est repartie en fait de plus belle, mais comme avant, mais voire 10 fois pire. Des douleurs au ventre atroces, des douleurs au niveau des cuisses atroces. J'y retourne et là il me dit je suis désolée mais c'est revenu. Et elle est avec 2 quel fois plus examen grosse. il a pu voir? C'était une échographie, c'est ça? Même pas, c'est examen gynécologique classique, il met un spectre dans le vagin. Un spéculum dans le vagin. Et puis voilà, il le voit à l'œil, ça se voit à l'œil nu, c'est tellement énorme que ça se voit à l'œil nu en fait. D'accord. OK. Et il me dit je suis désolée, c'est revenu. Et là je regarde, je dis mais on va devoir réopérer, il me dit oui. Mais je dis qu'on soit d'accord, je vais pas me faire réopérer tous les 6 mois comme ça. C'est pas possible. Il me dit non. Mais il dit c'est étrange parce que ça me paraît bizarre dans le sens où j'ai peur en fait que mon labo se soit trompé sur si c'est pas une tumeur quelconque. Il dit bon on va opérer de toute urgence et puis on va tout enlever. Donc à ce moment-là j'ai entre 23 et 24 ans et il me dit voilà on enlève tout. Et il dit je vais même enlever une partie du col parce qu'il dit ça s'est étendu. Donc j'ai peur encore une fois que ce soit quelque chose de plus grave. On enlève une partie du col. De toute façon je lui dis bon au point où j'en suis, utérus avec des trous, col avec des trous. Allez-y, de toute façon au point où on en est. Tellement que on arrête tout et puis voilà. On ressort exactement la même chose avec à l'intérieur des petites cellules précancéreuses tout de même,
Mais il dit ça peut être, il dit j'ai enlevé une partie de votre flore vaginale, il dit ça peut être en lien avec une petite MST ou des petites cellules précancéreuses, mais rien d'alarmant. D'accord. Je vais donc repartir avec ce fameux diagnostic. Et puis là, je lui dis, qu'est-ce que je fais ? Je dois partir à l'étranger. J'ai une opportunité pour mon job. J'aimerais qu'on aille à l'étranger avec mon copain. Je suis pas à l'autre bout du monde, je suis à Madrid. Je pourrais revenir à Paris. Puis s'il m'arrive un truc à Madrid, bon, ils ont quand même des hôpitaux. Oui. Est-ce que je peux partir ? Et il m'a dit oui, de toute façon je vais toujours vous suivre et puis ça se trouve vos symptômes vont s'améliorer avec le soleil, on sait jamais. Et donc me voilà partie à Madrid. Comment ça se passe du coup ? Alors Madrid, ville très sympa pour y vivre, rencontre au top et chaleur par contre insoutenable. Et alors là, mes symptômes ont totalement changé. J'avais comme des pertes de connaissance sans vraiment perdre de connaissance. En fait, c'était vraiment des baisses de tension sans vraiment perdre connaissance. Mes jambes, mes doigts qui triplaient de volume, qui me faisaient très mal. Je commençais à avoir mal dans le dos et dans toute la jambe gauche, comme une sciatique. Vraiment comme une sciatique. D'accord. Et puis comme des points au niveau de la poitrine quand il faisait vraiment très chaud. Pourtant j'étais en clim à l'intérieur, mais j'avais comme des points, je suffoquais. Et vraiment quand je dis j'étais pas bien, c'est que tout le monde, même à l'ombre, arrivait à supporter ces 35-40 degrés et moi, j'étais une loque. Et pourtant j'ai vécu au soleil quand j'étais petite. Je me disais j'ai vécu dans des grosses chaleurs, là je comprends pas, mais ton corps supportait pas. Mon corps ne supportait plus rien. Et des symptômes qui devenaient de plus en plus bizarres, sciatique qui apparaît, mal dans le dos. Les jambes qui triplent, ça fait très rétention d'eau, enfin c'était d'eau œdème quoi en fait. Exactement. Donc je comprenais pas. Et puis je vais le revoir. Il me suit, il me dit bon, alors votre truc est pas encore revenu, j'ai l'impression que c'est en train de revenir, ça se rosifie encore. Il dit mais là c'est plus haut dans l'utérus, il dit je comprends pas. Moi je lui dis là c'est bon, moi les opérations j'en ai un peu marre, les IRM, les machins, j'en ai marre aussi. Entre-temps il m'alarme quand même sur ma quantité de médicaments. Il me dit il va falloir la réduire parce qu'il dit là moi il dit c'est plus possible d'avoir une petite jeune femme comme ça avec autant de médicaments. Est-ce que tu n'avais pas du tout diminué depuis tes 20 ans en fait ça faisait des années que t'étais sous Neurontin à haute dose et codéine etc. Oui. Ok. Donc c'est quand même le premier qui t'alarme et qui te dit c'est pas ok d'être à haute dose comme ça depuis aussi longtemps. Non. Et en plus, mon médecin généraliste me faisait des colis pour Madrid, pour tous mes médicaments, puisque là-bas, c'est des médicaments qui sont interdits. Ah bon ? Le Neurontin, on ne retrouve pas le Neurontin sur l'Espagne ni Madrid. D'accord. Et donc, il me faisait des colis avec une étiquette spécifique pour la douane, pour que mon colis passe. Ce qui est quand même excellent. C'est que mon médecin généraliste... Voilà. Ok. Donc, c'est à partir de ce moment-là que tu essaies de diminuer les dosages ? Oui. Et qu'il m'aide dans ça. Parce que même lui disait, quand je vous opère, même les anesthésiants ne vous font plus assez d'effet tellement, en fait, vous avez de médicaments dans le sang que je suis obligée de vous mettre des doses de cheval parce que, malheureusement, vous absorbez trop l'anesthésion trop vite. Donc il m'avait dit, il faut absolument arrêter ça, quoi. Donc c'est à 24 ans que j'ai pu et que j'ai commencé à enfin me sevrer de toutes ces substances. Et tout à l'heure, tu me parlais, avant qu'on commence, que tu as eu des gros syndromes de sevrage. Oui,
L'un des principaux syndromes et symptômes de sevrage, ça a été de ce manque en termes de nervosité. J'étais très énervée, je faisais des gestes très tendus, j'étais irritable à souhait. Et vraiment, c'était même j'avais les poings serrés, j'avais la mâchoire serrée, c'était que j'étais tout le temps tendue sur tous mes muscles. Ça a été un de mes plus gros symptômes et ça a été dur. Un autre symptôme, ça a été le froid chaud et le fait de me retourner dans mon lit, de pas tenir en place. Et après, le fait du manque de purement de médicaments, de me dire, non, il faut pas que j'aille voir une pharmacie où j'aille demander de la codéine parce que il faut que je tienne. Et de pas me retrouver devant une pharmacie. Qu'il y avait une dépendance psychologique aussi aux médicaments. Oui, mais c'était psychologique et physique. Oui, j'ai bien entendu. Le corps qui réclame sa dose. Exactement. Et je pensais pas qu'on pouvait je savais pas ce que ça pouvait faire le manque physiquement. Et en fait, c'est vraiment le corps qui appelle. Même si mon psychologue disait mais c'est n'importe quoi, mais non. En fait, c'est le corps qui réagit plus fort. En fait, il a pas sa substance, donc il est plus fort que le psychologique. Mais j'ai tenu et maintenant, je peux dire que je ne prends plus de codéine, de tramadol et que je suis fortement réduite en Neurontin. Bravo à toi. Merci beaucoup. Ça, c'est une fierté parce que ça a été dur. Tu peux. Oui. Et donc, tu diminues les doses. Est-ce qu'ils te proposent d'autres examens complémentaires pour comprendre ces nouveaux symptômes qui apparaissent? Alors, au début, oui. Et puis moi, je suis à Madrid. Là-bas, quand j'arrive avec ce que je souhaite faire, style Doppler, style IRM un peu particulier, là-bas, ils sont pas encore au point sur ça. Donc, je tarde à les faire parce que malheureusement, ils sont vraiment pas au point. Et du coup, ils me disent, voilà, il faut que vous retourniez en France pour le faire parce que nous, on sait pas trop le faire. Pourtant, on est à Madrid, on est quand même dans une capitale. Mais ils sont un peu perdus et moi, en plus, je veux refaire ces nouveaux examens parce que j'ai soi-disant ces petites taches qui ressortent et je me demande ce qu'il en est. Bah oui. Et c'est là où je vais faire un aller-retour à Marseille et je tombe comme quoi la vie est quand même toujours bien faite. C'est que je tombe en fait sur quelqu'un, un radiologue spécialisé dans le syndrome des congestions pelviennes et syndrome casse-noisette. Incroyable. Mais vraiment incroyable parce que à Marseille, j'y allais vraiment juste pour but de faire un aller-retour de Madrid à Marseille. J'ai pris le vol le moins cher. J'ai été dans cet hôpital parce que c'était là où j'avais eu un rendez-vous le plus rapidement possible. C'est le destin qui t'a mis cette personne sur ton chemin, en fait. Exactement. Alors, il te voit arriver. Est-ce qu'il capte tout de suite de quoi il s'agit, ce médecin? Absolument pas. Au début, non. Et en plus, je lui dis, bon, écoutez, moi, ici, j'ai chaud. J'ai envie qu'on se dépêche. Il faisait à peu près... j'avais 25 ans, c'était l'été dernier. J'avais chaud. Je dis, bon, on va se dépêcher. Et puis on passe à autre chose, fissa. J'allais à mes 26 ans, puisque je suis née en été, donc j'allais sur mes 26 ans à ce moment-là. Et je dis fissa, on se dépêche. Il me dit c'est un peu bizarre quand même toute votre histoire. J'ai dit oui, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il me dit puis j'ai pas tout compris de ce qu'il voulait faire, mais bon, on va la faire. Il dit moi j'aurais préféré une IRM couplée d'un scanner, mais bon, il a choisi IRM Doppler, alors on va l'écouter. Et finalement il me dit bon, vous aurez les résultats par mail et puis à bientôt. Donc je retourne à Madrid et là j'ai les résultats. Attends, parce que c'est lui qui te fait le Doppler, etc. Oui. Et il voit rien pendant? Non, il dit rien et il dit vous aurez tout par mail. Ok. Ainsi que l'IRM. D'accord. Pour l'IRM que j'ai passé, vous aurez tout par mail. Il me dit rien. Donc je me rhabille, je reprends mon avion, je repars à Madrid. Et j'ai eu mes résultats le jour de mon anniversaire. Ok, c'était un cadeau ou pas? Alors, j'ai été très mitigée parce qu'en fait, il a parlé dans son langage et j'ai ce diagnostic syndrome de casse-noisette au début. Il me parle pas de syndrome de congestion pelvienne, il me parle de syndrome de casse-noisette. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand même, j'essaye
de porter le moins de jugement possible, mais il te voit après des années de galères monstrueuses, tu lui expliques tout ton parcours, que voilà, t'as clairement eu une errance médicale incroyable, des opérations, des douleurs, des souffrances, il détecte enfin quelque chose que tu ne savais pas, et il ne t'en parle pas de vive voix, il ne t'explique rien. Rien du tout. Ça reste quand même, si je peux me permettre... Très léger. Ouais. Oui. Mais bon, encore une fois, j'essaye de voir le côté positif. Il a trouvé et je suis tombée sur The spécialiste. Mais c'est quand même fou de ne pas dire, bah, mademoiselle, j'ai trouvé quelque chose qui doit expliquer en grande partie vos symptômes, oui. Et de pouvoir répondre à tes questions. C'est quand même assez incroyable. Incroyable, ouais. Mais donc du coup tu le contactes, tu vas revoir ton gynéco avec ce diagnostic-là. Qu'est-ce que tu fais alors ? Alors moi j'y avais pas prévu parce que pour moi dans ma tête c'était de toute façon. Ça fait 10 ans que sur les IRM, échographie, scanner et j'en passe et des meilleurs. Scintigraphie j'ai passé même. Enfin tout ce qu'on veut. Ils voient rien. Moi dans ma tête c'était bon, ils ont rien vu. Et donc le syndrome casse-noisette, c'est encore un truc uluberlus, ce truc-là. Voilà, bon. Je vais quand même chercher sur internet. Parce que je me dis, bon, syndrome casse-noisette, c'est assez mignon. J'adore le ballet casse-noisette. Ouais. Donc je me dis, bon, c'est plutôt mignon. Dans ma famille, en rigolant, on dit, ça fait un peu casse-couille quand même. Hein, oui, j'osais pas le dire. Effectivement, je trouve que même quand tu m'en as parlé, que j'ai regardé sur internet, je me suis dit, qui a dit ça? En plus, j'imagine que c'est pas qu'un syndrome présent chez les femmes. C'est aussi présent chez les hommes, en effet. Ok, bon. Parce que sinon, ça aurait été un peu misogyne. Exactement, parce que c'est quelque chose qui n'est en fait pas en relation du tout avec mon utérus de base. D'accord, ok. En fait, c'est vraiment un problème artériel, rénal, et qui est une malformation. D'accord. De naissance. Ok, congénitale, ouais. Et qui, du coup, fait que mon artère, ma veine rénale est compressée entre cette aorte et cette artère. Et oui, elle concerne hommes et femmes. Et d'ailleurs, maintenant, dans l'association dans laquelle je fais partie, il y a 50-50, les deux. Ok. Et les syndromes sont les mêmes. D'accord. Avec des petites subtilités quand même pour les femmes, mais voilà, c'est pareil. Donc voilà, j'étais dans mon Uber, je me souviens, à Madrid, et puis je regarde syndrome casse-noisette. Je ne comprends rien, hein, parce que c'est vrai que j'essaye de comprendre sur internet, mais alors je vois veine rénale, compressée. J'ai bon, alors du coup gauche, j'ai mal à gauche. Bon, je comprends du coup. Et puis c'est tout. Je me pose une petite question là en t'écoutant. Est-ce que, comme tu disais que tu étais dans une association et qu'il y avait à peu près 50-50 hommes-femmes, est-ce que dans les échanges que tu as pu avoir, si tu en as eu à ce niveau-là, les hommes ont une aussi longue errance médicale en général par rapport à ces syndromes-là ? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé autour de l'errance, mais je dirais que oui. Ok. Parce que c'est encore pire, je pense, pour l'homme, malheureusement. Parce qu'ils parlent encore moins de leurs difficultés sexuelles et tout ce qui tourne autour de leur sexe, en fait. Et puis, c'est même pas que ça, parce que là, pour les hommes, ils ont vraiment encore plus mal au dos que nous, et plus mal dans la jambe, et tout de suite, on les oriente vers la sciatique. Ok. Et moi, d'ailleurs, la première, c'est que au début, quand j'avais mal à ma jambe gauche, on m'a orientée vers une sciatique. Et on m'a dit, il faut aller voir un kiné. Et j'ai été voir un kiné. Ça n'a rien fait, parce que du coup, ce n'est pas une sciatique. Et c'est pas mécanique. Et c'est pas du tout mécanique, mais du coup, pour les hommes, on les oriente tout de suite vers ça. Et c'est même pire, parce qu'on les écoute, j'ai l'impression encore moins. Ou alors, on va les emmener vers un urologue en disant, c'est parce que vous avez, comme tout le monde, un problème de prostate. D'accord. Ok. Un peu... Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de différence entre les femmes et les hommes. En tout cas, pour cette pathologie-là. Ok, c'est intéressant, je te remercie. Voilà. Donc j'en suis ressortie avec mon petit diagnostic. Tu retournes voir ton gynécologue avec ce diagnostic-là, finalement, ou pas ? Alors non, ce que je fais, c'est comme je disais, je suis allée boire un verre avec des amis pour mon anniversaire. Et je leur dis, vous savez pas quoi la nouvelle ? J'ai un syndrome de casse-noisette tiré du balai, hein, mais j'ai ça. Et là, mon ami s'exclame en disant ah bon, toi aussi? Je dis de quoi moi aussi? Il me dit mais ma meilleure amie c'est ce qu'elle a et elle a cette association.
Les associations, syndrome casse-noisette. Ah bon? Incroyable. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, bah si, elle habite dans le sud. Tiens, je te donne son numéro, appelle-la demain. Ok. Bon. Bah, je l'appelle le lendemain. Et alors là, ah bah, elle m'explique ce que c'est. Elle me dit que, très clairement, en un mot, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Ah ouais, j'ai d'accord. Je dis, bon, bah, très bien, c'est la merde. Je me souviens, j'étais au bord de la piscine, et elle me dit, attends-toi à peut-être même moins vivre. Même que ta vie soit impactée de plus en plus et que ce soit de pire en pire. Je dis bah super, très bien. Bon, et sinon la bonne nouvelle, bah c'est comment, tu sais ce que t'as? Ah bah super. Mais elle t'explique qu'il y a rien à faire, aucune prise en charge, rien à... Alors elle me dit que c'est très compliqué, que les opérations sont très à risque parce qu'en fait il faut déplacer cette veine. Alors soit certains mettent des stents, mais elle était pas très pour ces stents parce que les stents ont tendance à remonter vers le cœur. Ou alors de déplacer cette veine rénale pour la mettre ailleurs, ou alors de déplacer carrément le rein, de faire une autotransplantation du rein gauche pour décongestionner cette veine. Bref, dans tous les cas, c'est des opérations à risque qui n'ont pas forcément énormément, ils n'ont pas de recul sur ces opérations-là. Et en plus de pas avoir de recul, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le meilleur moyen pour soulager finalement la personne. D'accord. Donc elle me dit, écoute, moi, ça fait 7 ans que je souffre, je sais ce que j'ai, je vis comme je peux, j'ai des enfants comme je peux, mais sache que je me ferai pas moi opérer. Il y en a qui se sont fait opérer, mais qui en ont tellement chié qu'elle leur ferait pas. Ok. En tout cas, ça, c'est son ressenti à elle et les retours qu'elle a eus. Exactement. Ça doit être difficile quand même, toi qui finalement avait peut-être beaucoup d'espoir à l'appeler, à essayer qu'elle allait t'apporter peut-être des solutions et d'entendre finalement peut-être ce fatalisme qui est peut-être le cas, hein, mais comment c'était pour toi à ce moment-là? Franchement, c'était cet été. Donc j'ai commencé à découvrir un peu tout mon état de santé, que mes symptômes ne faisaient qu'accentuer, et avec Madrid, je l'ai vu avec la chaleur, c'est que ça a fait que s'accentuer. Ça a été dévastateur. Mais sauf que je l'ai pas compris tout de suite. J'ai gardé la tête haute, je me suis dit de toute façon un diagnostic de plus, un diagnostic de moins, ça va rien changer. C'était dévastateur. Là, t'avais toujours pas le diagnostic de congestion pelvienne? Toujours pas. J'étais toujours avec mon casse-noisette. J'étais toujours avec mes symptômes. J'avais cette dame qui me disait ça. Et moi, je me suis dit, bon bah, on va rentrer en septembre. Et puis je vais aller voir mes chirurgiens parce que je n'avais pas revu, en fait, de chirurgien ni rien, hein, depuis ce temps-là. Oui. J'étais repartie de Marseille, moi, avec mon diagnostic, mais j'étais à Madrid tout l'été. Donc, je me suis dit, bon, on va aller voir... En fait, il t'a complètement lâché dans la nature, ce médecin. Il pose un diagnostic, il ne te l'annonce pas et il ne te propose rien. Alors que c'était le spécialiste, donc... Exactement. Et tu ne cherches pas à le contacter pour lui... Si, mais il a un petit bébé entre-temps. Et donc, du coup, ce que je peux comprendre... Congé paternité. D'accord. Oui. Donc moi, je reviens avec mon petit symptôme... mon petit diagnostic entre les mains, et c'est là où je vais dire que c'est très compliqué, c'est que je reviens en septembre et mon chirurgien, mon fameux chirurgien que j'adore, voilà, lui aussi tombe papa, enfin pas enceinte mais du coup papa, et lui prend carrément un an sabbatique pour élever son fils. D'accord. Dis donc, c'est rare. Et ouais. Un chirurgien qui s'arrête un an pour élever son enfant. Exactement. Dans ton cas, c'est dommageable, mais en soi, c'est... rare. C'est progressiste. Exactement. Progressiste, mais dans mon cas, moi, je lui en ai énormément voulu. Oui, je l'entends, oui. Parce que je me suis dit, d'accord, mais en fait, là, j'ai plus personne. Et tu t'es sentie un peu abandonnée. Ah, mais totalement. En septembre, j'arrive avec mon petit diagnostic. Personne pour me recevoir. Je ne sais même pas vers qui me retourner. Il m'envoie juste un petit message en disant « Votre dernière colpo était pas bonne. Faut en refaire une. » Il m'envoie vers personne.
pour aller faire ma colposcopie. Je me retrouve à l'Institut Marie Curie pour faire une colposcopie. Et alors là, je tombe sur une nana qui en fait m'a littéralement fait des violences gynécologiques. Mais alors quand je dis violence, c'est qu'en plus, d'un côté, j'avais toujours mes petites cellules là, on savait pas trop ce qu'elles donnaient, donc il fallait que je fasse des colpos. D'un autre, j'ai mon syndrome, je ne sais pas trop ce qu'il en est, en plus on me dit que c'est l'enfer. Donc du coup, en septembre, débrouille avec tout ça. Et moi, tout septembre, j'ai une colposcopie qui a été faite par une femme à l'Institut Marie Curie qui a une certaine renommée quand même. Tout à fait. Oui. Et j'ai une violence gynécologique, mais je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Au point où j'ai un caractère très fort, mais alors j'en ressors là, blanc livide. Elle t'a fait mal? C'est même pas mal, c'est qu'elle m'a mal parlé, qu'elle m'a attachée pendant la colposcopie. Faut savoir qu'une colposcopie n'est pas censée être douloureux. Dans mon cas, ça peut l'être. Pour les femmes qui ont des douleurs, oui. Déjà pendant les rapports, c'est douloureux. Je vais pas mentir. Mais au point d'avoir un mouchoir entre mes dents pour en serrer mes dents tellement j'avais mal, à être attachée. Elle t'a attachée parce que tu bougeais trop? Ouais, parce que j'avais trop mal et qu'elle sentait que je bougeais. Elle t'a pas proposé de reporter, qu'on t'anesthésie, qu'on te mette le masque hilarant, quelque chose qui aurait dû l'être. Oui. Qui d'ailleurs est fait pour des femmes qui sont comme moi, avec des douleurs, et où on anesthésie, où on enlève avec un petit masque ou un petit truc. Quand on voit sa patiente extrêmement douloureuse sur un acte en plus qui ne devrait pas l'être, on interrompt, on trouve des solutions pour la soulager. Exactement. Mais en aucun cas, on t'attache. Et donc moi, Julie, encore une fois, tais-toi, respire, ça va aller, souffle. J'avais les larmes qui coulaient. J'étais accompagnée de ma sœur cette fois-ci. Elle a demandé à ma sœur de sortir de la salle. Elle a été atroce, à parler atrocement, à me parler et à me fourrer ses instruments au fur et à mesure, mais comme si j'étais en fait exactement, un morceau de boucher. J'en sais rien, mais et en fait j'en suis ressortie de là. Et en fait je suis tombée en syncope dans le hall de l'Institut Marie Curie. Ma sœur qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai eu tellement mal, j'en suis sortie de là et j'ai dit, en fait, si j'ai un mot à dire, c'est que je pense que là, j'ai été violée. J'avais pas d'autre mot que ça. Au point où je suis retournée chez mes parents qui habitent Compiègne, j'ai dû aller aux urgences à 48 heures gynécologiques, et en fait, mon vagin était totalement fissuré. Même la personne qui m'a auscultée de ces urgences gynécologiques m'a dit, si vous m'aviez dit que vous aviez été violée, je vous aurais cru. Et à ce moment-là, j'ai dit, ah ouais. J'ai porté plainte contre cette femme. Malheureusement, elle fait partie de l'ordre des médecins. Ma plainte n'aboutira jamais. Et là, c'est là où j'ai dit, ah ouais. Non, mais alors là, plus jamais. C'est là où mon comportement a totalement changé. J'ai totalement changé envers tout le monde, envers les médecins. Où là, je me suis dit, ok, maintenant, c'est plus eux qui décideront, c'est moi. J'ai repensé aux médecins qui m'ont donné tous ces médicaments-là. J'ai dit, j'aurais dû dire non à l'époque. J'aurais dû plus écouter mon corps, plus... à l'époque où tous ces chirurgiens me faisaient rire parce qu'on devait, soi-disant, remplacer ma vulve en plastique. Ou à l'époque où j'ai eu ma colposcopie, j'aurais dû lui dire non, stop, on arrête. Et j'aurais pas dû me laisser m'attacher. Tu n'es pas responsable. Ce n'est pas de ta faute. C'est la sienne. Je sais. De t'avoir fait subir ça. Je sais. Mais à ce moment-là, j'ai changé. Tu t'es sentie coupable et en tout cas ça m'a fait changer. Ouais. Tu t'es dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Et je me laisserai plus faire et je vais prendre ma santé en main. Encore plus. Et je veux aller chercher la vérité de ce syndrome casse-noisette. De savoir ce qu'il est possible de faire. Parce que voilà, je me faisais balloter de fond en comble et jamais on me disait tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Donc, s'en est suivi d'un déménagement à Paris. On a pris la décision avec mon copain de revenir en France pour être mieux suivis. On a abandonné, entre guillemets, notre rêve d'être à l'étranger et notre rêve d'être à Madrid pour des raisons tout simplement où la chaleur, je ne la supportais plus. Oui, c'est ça, il fallait que tu ailles dans un endroit qui était beaucoup moins chaud. Exactement. Les médecins là-bas, c'était pas la peine, ils sont très bien à Madrid, ils ont beaucoup d'avancées sur plein de choses, mais sur ces pathologies-là, malheureusement, trop arriérées encore. Et j'avais besoin de parler français, tout simplement, de pouvoir échanger. Et c'est là où j'ai rencontré, du coup, un chirurgien vasculaire spécialisé dans ces syndromes-là, qui, en janvier de cette année 2024, m'a fait passer une phlébographie et artérographie. Et m'a décelé donc ce syndrome de congestion pelvienne, mais finalement elle est pincée qu'à un certain pourcentage, donc qui n'est pas alarmant pour l'instant, et comment il a expliqué ça, que j'avais donc ce syndrome de congestion pelvienne, mais que c'était du lierre, tellement j'en avais. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Alors, il l'a vu comment? Par une phlébographie et artérographie. Ah, ok. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est une hypothèse, que ce qu'elle pensait être de l'endométriose, la première chirurgienne qui t'a opéré, était en fait ça, ou pas du tout? Ça pouvait pas se voir à l'œil nu, entre guillemets, ou... Alors, une endométriose, en soi, c'est l'endomètre qui se développe un peu ailleurs. C'est ça, oui. Et qui fait de la mat sang. Là, dans ce que j'ai, on a une circulation du sang. C'est-à-dire que même si le sang est quand même dilaté et ça reste quand même un amas de sang, ça circule quand même. Parce que ça reste des veines et des varices. D'accord. Je pense que peut-être qu'à l'époque, elle a peut-être commencé à déceler quelque chose. Qu'elle a associé à l'endométriose parce que peut-être elle ne connaissait pas l'autre syndrome. Peut-être. On sait pas, mais en tout cas c'est une possibilité que elle a pas fabulé quoi. Enfin, elle a vu quelque chose. Elle a vu peut-être quelque chose, mais je pense qu'à l'époque elle s'est retournée vers l'endométriose parce qu'on en parlait de plus en plus et qu'elle était dedans elle. Et je pense que ça a été un peu on lui met cette pathologie-là parce que finalement faut dire quelque chose quoi. Et puis les symptômes et le syndrome se ressemblent. Et c'est vrai. Et en plus, le syndrome de congestion pelvienne et casse-noisette, comme c'est du sang qui coule quand même pas au bon endroit, ça peut créer de l'endométriose. D'accord. L'endométriose, qu'est-ce que l'endométriose aime? C'est le sang. Et dans mon cas, oui. Ok. Ça peut l'être. Et du coup, janvier 2024, j'ai enfin le diagnostic complet. C'est que j'ai un syndrome de congestion pelvienne qui est partout. Des femmes sont plus ou moins atteintes. Moi, c'est catastrophique. Qui n'a jamais vu ça? J'ai des varices partout qui se sont complètement accrochées autour de ma vessie, autour de ma vulve, autour de mon vagin, autour de mon utérus. En fait, c'est vraiment, il me donne l'image d'un lierre et il me dit le lierre c'est pas très joli, ça s'accroche de partout et en plus, il dit souvent ça pose problème quand ça rentre dans la maison. Et il dit là, c'est un peu ce qui se passe chez vous, c'est que ça rentre dans votre maison, dans votre vessie. Ça commence à rentrer dans votre utérus. Et en fait, c'est vraiment comme des mauvaises racines qui poussent partout. J'en ai au niveau des cuisses. Et j'en ai... ce qu'il a le plus peur, c'est que ça commence à aller vers les intestins. Et il dit là, c'est encore plus compliqué à opérer quand ça va vers les intestins. J'ai ma sciatique qui est comprimée par ces varices. D'accord. D'où le fait que j'avais mal à la jambe gauche. Mais du coup, il te préconise une opération? Voilà. Alors lui me dit donc souvent il y a une relation entre le syndrome casse-noisette et la congestion pelvienne. Il dit je n'ai vu aucun lien entre les deux.
Souvent, il dit, ça se comprime d'un côté et donc pour compenser, le sang trouve le chemin ailleurs. Et il dit, il dit, votre corps a fait des miracles. C'est que votre compression casse-noisette est bien là, mais elle est pas si comprimée que ça. Et pour que le sang continue de passer, j'ai eu un chemin de sang parallèle, mais qui s'autosuffit. Ok. Donc de temps en temps, quand il fait très chaud, j'ai des pertes de connaissance parce que le sang ne remonte pas assez vite ou que mon cœur doit pomper beaucoup plus fort pour faire remonter le sang plus vite au niveau de mon cerveau. Donc j'ai juste ce symptôme qui restera quand il fera très chaud, c'est que mon cœur battra un petit peu plus vite que tout le monde pour faire remonter le sang et que le sang aura peut-être un peu de mal à remonter de temps en temps, mais il s'autosuffit, il s'autogère et il finalement ne pose pas problème pour l'instant. Donc lui, on veut pas le toucher parce que l'opération est trop lourde, qu'ils ont pas assez de recul et que ce sera trop invasif pour moi. D'accord. Pour l'autre côté, il faut agir d'urgence. Parce qu'il dit, il y en a partout, que vous souffrez atrocement, qu'en plus de ça, votre sang, il va dans tous les sens, il sait plus où il va, vos organes, ils sont comprimés, mais archi comprimés, il dit, il y a plus rien qui bouge, et en plus, vous avez des douleurs constantes, vous avez des bleus de plus en plus parce que vos veines pètent, et il dit, là, il faut agir. Donc en fait, c'est mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et du coup emboliser un maximum, le plus possible, bien qu'il ne pourra pas tout faire tellement il y en a. D'accord. Mais emboliser au maximum pour soulager un maximum. Là, faire des embolisations permanentes ou comme la dernière fois réservables? Permanentes. Ok. Il faut que donc là, l'idée, c'est que ça va pas revenir là où il aura embolisé. Alors, ça a été ma première question. Et il m'a dit, malheureusement, chaque humain est singulier. Mmh. Et malheureusement, chaque humain réagira d'une façon ou d'une autre. Il me dit, dans votre cas, ça peut être bénéfique, comme le fait que ça pourra revenir. Ok, mais ça te donnera, en tout cas, du sursis. Exactement. Un peu de répit. Et éviter l'aggravation encore plus. Encore plus. Il m'a dit, là, ça va faire que s'aggraver. Ok. Et on peut imaginer que cette opération-là n'est pas douloureuse d'une part, mais surtout pas tant invasive que ça, puisque... Alors si, pour le coup, elle sera très douloureuse et très invasive. Parce que là, il va aller en profondeur dans les artères et les veines, et il va mettre des cols beaucoup plus. Il m'a dit, vous allez pas passer un agréable moment. Au point où il veut pas m'opérer en 1 fois, mais en 3 fois. Pour que je souffre pas trop, parce que s'il le fait en 1 fois, il faudra que je passe l'étape des soins intensifs pour pouvoir m'en remettre, tellement c'est douloureux. J'imagine qu'avec ta dépendance puis ton sevrage, il faut y aller avec parcimonie à ton réveil, voire même ne pas te mettre sous opiacés. Exactement, c'est mon fil rouge en ce moment. Quand j'arrive en opération, c'est ce que je leur mets vraiment en gros, en rouge, en gras, c'est de dire vraiment ne me donnez pas de codéine, de tramadol. Je leur explique pourquoi, c'est pas que je ne suis pas tolérante, c'est juste que j'ai été dépendante et ils respectent plutôt ça. Donc j'ai des substances autres, style morphinique, qui sont pas où j'ai pas été dépendante et c'est plus contrôlable que la codéine et le tramadol. Ok. Donc ils font attention à ça. Mais bien entendu, je vais juste devoir serrer les dents parce que ça me fera quand même mal. Mais j'ai pas le choix. Il faut le faire. J'en ai trop partout. C'est trop douloureux. C'est de pire en pire. Mes symptômes ne font que augmenter. Et je peux pas faire autrement que d'y aller. J'ai pas le choix. Sa solution, c'est ça. Et si jamais ça revient trop vite, alors là, il m'en a pas trop parlé, mais c'est de faire une opération beaucoup plus invasive où là, il l'ouvrira carrément. Et c'est de faire des déviations, mais ça revient à faire finalement un métier de plombier, finalement, mais avec mon sang. Ok. Et les opérations sont prévues pour quand ? Alors là, mes opérations sont prévues pour septembre. Ça a été un choix de ma part de pas la faire maintenant, parce que mentalement, je n'étais pas prête.
et je suis trop faible mentalement à l'heure actuelle. Faut savoir que je travaille toujours, que je travaille en plus pour un labo pharmaceutique qui m'a fourni pendant des années en médicaments, qui du coup je travaille, j'ai eu cette vague après septembre où je me suis pris cette claque de violence, où je me suis pris aussi cette claque de tous mes diagnostics, mes symptômes, ces annonces de syndrome, le fait que je vais en fait encore devoir faire le parcours du combattant. Tout ce que j'ai accepté ces dernières années, tout ce que j'ai pu en fait vivre, je me suis pris tout en une claque au mois de mars et je me suis écroulée. Et du coup, quand il m'a proposé l'opération, j'ai dit très bien, mais pas tout de suite. J'ai besoin de me retrouver moi, de me recentrer et de pouvoir voir venir l'avenir. Et je suis retournée, alors moi qui étais pas forcément pour, mais revoir une psychiatre, merveilleuse aussi à Paris. Et elle m'a dit, je vais continuer à vous suivre le temps de vous retrouver vous, de prendre du temps pour moi. Et j'ai pu en parallèle retrouver mon chirurgien qui avait fini son année sabbatique avec son fils. Et qui lui, bon, pour le coup, est très heureux de tout ça. Il est heureux d'avoir enfin trouvé le diagnostic, même si l'annonce est pas aussi belle qu'on pensait. Et puis bon, là, lui ne pourra plus m'accompagner parce que c'est plus de son ressort, mais reste toujours là pour me suivre gynécologiquement et en plus, c'est son ami, mon chirurgien vasculaire. D'accord. Donc, c'est plus fluide. Tu vas aussi en confiance puisque tu avais une grande confiance dans ce chirurgien-là. Si tu me dis que c'est son ami, peut-être que tu te dis, bon, je peux lui faire confiance. Ils opèrent dans les mêmes cliniques, oui, sans aucun doute. Donc là, le programme, c'est de prendre soin de toi. Exactement. Pour pouvoir vivre cette opération-là le mieux possible, en tout cas. Avec plus de légèreté. Ouais. Accepter aussi tout ce qui m'est arrivé. Pouvoir aussi, comme là, ce podcast, faire un peu on va dire, de libérer la parole et aussi de sensibiliser tout le monde. De sensibiliser aux personnes aidantes aussi, parce que je sais que moi j'ai un aidant au quotidien et c'est pas facile. On les écoute peu et eux nous écoutent beaucoup. Je sais que c'est pas évident pour lui, mais aussi de pouvoir, dans l'entourage que j'ai, de pouvoir aussi montrer à l'entourage que j'ai de pouvoir aussi prendre soin de lui et pas juste soin de moi, même si moi je sais que j'ai besoin aussi d'avoir du soin. Bien sûr. Mais de prendre soin de lui. Pour qu'il puisse aussi continuer de t'aider en étant bien lui aussi. Lui aussi, exactement. Il y a l'image de la cruche, une fois qu'elle est vide, on peut plus verser d'eau dans les verres des autres. Donc il faut toujours prendre soin de son niveau à soi pour toujours être capable de donner aux autres. Exactement. Et essayer de comprendre. Alors je sais que c'est difficile quand on est de plus ou moins loin en termes d'entourage, de comprendre ce qui se passe au quotidien, mais de comprendre au mieux qu'ils peuvent. Je sais qu'ils essayent, même si c'est pas évident. Chacun aussi a sa façon aussi de le montrer. Je sais que pour moi ça a été dur au début. J'avais l'impression que personne ne comprenait. Maintenant je me rends compte un peu plus que les gens essayent de comprendre, mais voilà, ils ont chacun leur façon de faire. Je sais que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, ils essayent au fur et à mesure de mieux entendre et mieux comprendre. Ce qui a aussi permis de faire du tri aussi dans mes amis et dans ma famille, je tiens à le dire, parce que c'est pas facile, mais c'est pas parce que on a un lien de sang que forcément il faut préserver ce lien-là. Quand il est destructeur et toxique. Donc voilà, moi j'ai coupé toutes les personnes toxiques qui ne voulaient pas comprendre et finalement me jeter des pierres plutôt qu'autre chose. J'ai gardé que les bonnes personnes, celles qui sont là pour moi, qui m'écoutent, qui essayent de comprendre, même si c'est pas facile, ils y arrivent et ils essayent de m'aider comme ils peuvent, même si voilà, de temps en temps je le vois et je l'entends que c'est difficile. Ils sont maladroits, mais je reste quand même de toute façon positif face à ces personnes-là. Donc voilà. Mais moi je te trouve très forte. Merci beaucoup. Avec tout ce que tu as vécu et aussi avec le jeune âge que tu as et que tu avais au moment des faits et de toute cette violence gynécologique que tu as subie. Ouais. Et je suis
désolée que tu aies eu à vivre ça, et aussi bien malheureusement qu'il n'y ait pas de suite à tout ça. Non. Et que qu'il n'y ait même pas d'enquête, tout simplement. Non. En fait, il y a la présomption d'innocence, mais il devrait y avoir une enquête, peu importe qui est l'agresseur suspecté. Exactement. Et malheureusement, on a encore du chemin à parcourir pour ça. Et en effet, le jeune âge beaucoup de personnes tiquaient sur l'âge, et en effet, je suis très jeune pour avoir subi tout ça, mais du coup, c'est aussi ce qui m'a fait grandir. Oui. Je suis certainement peut-être beaucoup plus mature que d'autres personnes, voire des personnes qui sont plus âgées que moi, et je suis peut-être plus mature et beaucoup plus de recul par rapport à plein de choses. Mais c'est pas grave, c'est mon parcours de vie et je l'accepte. Mais il faut aussi que j'arrive à retrouver l'enfant que j'ai laissé finalement. Et cet enfant, je l'ai laissé à 16 ans. J'en ai 26. Et de 16 à 26 ans, j'ai pas vécu comme un enfant, ni comme une ado, ni comme une jeune femme. Et j'ai laissé en fait cette part de moi de côté. Et je m'en rends compte parce que je ne ris plus en fait comme un enfant. Mais voilà, j'aimerais la retrouver pour me dire que c'est pas terminé et qu'elle est au fond de moi, et que faut juste que je la fasse revivre, et que c'est pas toutes ces choses-là que j'ai vécues autour de moi que je dois enfouir, tout simplement. Non. Ça c'est quelque chose que je veux garder, et c'est ce que j'apprends aussi grâce à mes proches, et c'est aussi grâce à eux que j'arrive aussi à grandir, à me retrouver, et même si ils le savent, hein, c'est pas facile tous les jours, et de m'avoir tous les jours, en plus avec un caractère que j'ai, mais c'est aussi grâce à ce caractère-là que j'ai su affronter tout ce que j'affronte. Si je crois que de laisser sortir ses émotions, même si c'est difficile, de regarder en face ce qu'on a vécu, c'est très courageux, mais c'est un vrai cadeau que tu te fais. Oui. Parce que des fois, d'enfouir, comme tu dis, il y a un moment donné où ça a besoin de sortir, et quand ça a été enfoui pendant des années et qu'on a entassé plein d'autres choses par-dessus, c'est encore plus difficile. Exactement. Et donc, je pense que tu t'offres un magnifique cadeau, et que le meilleur reste à venir. En tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Et c'est ce que je souhaite faire aussi, et pouvoir ne plus en vouloir à la terre entière, ne plus en vouloir, j'en suis encore à une étape lointaine, mais ne plus en vouloir à la terre entière, de remercier autour de moi, merci aussi la vie, malgré tout, même si j'ai des embûches, mais je la remercie quand même, et remercier mon entourage, et de plus en vouloir à toutes ces personnes autour de moi qui ont fait le bien ou le mal, peu importe, mais de juste maintenant savoir qui je suis réellement, et d'avancer comme je le veux l'être, et pas comme on souhaiterait que je sois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des petites choses que tu as pu mettre en place qui te soulagent en attendant l'opération ? Alors oui, des petites choses comme l'ostéopathie. L'ostéopathie m'aide, alors c'est assez court dans le temps, mais tous les 3 semaines, je vais voir mon ostéopathe pour essayer de me soulager un maximum. Drainage lymphatique, ça m'aide énormément. Et alors, attention, drainage lymphatique fait par une ostéopathe qui a l'habitude de ces syndromes-là. Parce que les drainages lymphatiques, comme on voit un peu pour la cellulite, tout ça, c'est pas au top du top. Il faut vraiment des drainages lymphatiques spécifiques. Donc fait par une ostéo ou une kiné, j'imagine. Voilà, exactement. Faire du pilates, il faut quand même toujours garder un petit peu d'activité sportive. Donc pas faire un cardio de malade comme mon sang, c'est pas trop dans quel sens il va. Il faut pas faire un cardio de malade, mais du pilates, du yoga pour étirer au maximum. Bain froid, cryo. Au maximum, et donc éviter sauna, hammam, toutes ces choses-là. Mais c'est les petites choses qui me soulagent, et manger anti-inflammatoire. Donc éviter la bière, l'alcool, manger le moins de viande possible rouge, parce que la viande rouge sécrète forcément plus de choses dans le sang. Manger plus anti-inflammatoire, donc rester au poulet et voir éliminer la viande. Ça, mon chirurgien me l'avait dit. M'avait dit de travailler avec les jambes allongées. Donc j'ai une chaise spécifique qui m'a coûté un bras, mais qui a le mérite d'exister, et qui me permet d'avoir les jambes allongées. Parce que d'avoir les jambes pendues vers le bas,
le sang stagne vers les chevilles et remonte pas, et c'est là où ça fait mal. Mon chirurgien m'avait dit aussi de manger beaucoup de légumineuses, de boire beaucoup de tisane, du matcha. Alors c'est le truc à la mode en ce moment, mais ça a des vertus phénoménales pour tout ce qui est digestion, anti-inflammatoire, éviter tout ce qui est café, voilà. Donc j'ai réappris à manger et j'ai réappris aussi à dans ma vie quotidienne à voir les choses, donc pas de spa et pas de sauna. Ok. Merci pour tous ces conseils qui pourront peut-être aider les personnes qui sont atteintes des mêmes syndromes que toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir eu le courage aussi de dire tout ce que tu as déposé aujourd'hui à ce micro. Et je suis sûre que beaucoup de personnes vont se retrouver et que ça va aider, parce que malheureusement, tu n'es pas la seule à avoir vécu ce que tu as traversé. Et merci d'avoir le courage de libérer la parole autour de toutes ces douleurs-là et de ces violences que tu as subies. Merci en tout cas de m'avoir reçu, et puis merci de faire vivre ce podcast merveilleux qui permet aussi à plein de personnes de découvrir plein de pathologies, peut-être vont les aider à tout simplement déceler certaines pathologies, ou vont être aiguillées, ou vont pouvoir échanger, et ça c'est merveilleux parce que on en a besoin et on se sent pas seul, et ça c'est le plus important. Merci beaucoup. À bientôt, Julie. À bientôt. Julie, j'ai été profondément touchée et bouleversée par ton histoire. Je souhaite te redire que tu es une femme forte, pleine de résilience, malgré tout ce que tu as traversé. J'espère sincèrement que les opérations que tu vas devoir subir vont te changer la vie et te permettre de renouer avec ton enfant intérieur. Le prendre par la main et vivre tout ce que tu n'as pas pu vivre. Renouer avec ces années d'insouciance qui t'ont été volées par la maladie et les douleurs. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.